vous devez sûrement être encore aveuglé par la lumière du récit de la légende Mohamed Ali. Alors laissez vos yeux tendre naturellement vers l'ombre et les ténèbres. Mike Tyson est né en 1966 à Brooklyn, dans le ghetto de Brownsville. Il a grandi dans un environnement difficile, marqué par la violence, la pauvreté et la délinquance. Sa mère était une prostituée toxicomane, son père, lui, était un proxénète et a abandonné la famille alors que Mike n'avait que 2 ans, laissant sa mère, Lorna Tyson, seule pour élever Mike et ses frères et sœurs. Plus tard, sa mère se trouve un compagnon, mais malheureusement, ils se disputent à longueur de journée, ce qui traumatise le petit Tyson. À tel point que la mère de Mike a une idée et se dit « Et si je donnais un peu d'alcool et de drogue à mon fils Tyson, ça va sûrement l'aider à s'endormir ». Spoiler, non, c'est pas une bonne idée du tout. Mike a donc 6 ans et a déjà consommé de l'alcool et de la drogue malgré lui. À vrai dire, Mike n'était pas du tout au bout de ses souffrances. À 7 ans, il est kidnappé et abusé sexuellement par un pédophile. Garçon timide et introverti, dès son plus jeune âge, il a été confronté à la dure réalité des rues de Brooklyn. Il était en surpoids, portait des lunettes et avait du mal à s'exprimer. Il a été victime de harcèlement et de brutalité à l'école, ce qui le poussa à la quitter à seulement 7 ans. Pour s'en sortir, il se met à cambrioler des maisons à seulement 8 ans, ce qui lui donne l'avantage de pouvoir se faufiler plus facilement dans les résidences qu'il cambriole. À l'âge de 9 ans, il se réfugie sur le toit des immeubles pour élever des pigeons. Oui, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que cela est devenu une véritable passion chez lui. C'est d'ailleurs cette passion qui le conduira à livrer son tout premier combat de rue. Un jour, alors que Tyson jouait avec son pigeon, un garçon du quartier vint alors le déranger en lui prenant de force ce pigeon. Tyson l'implora de lui rendre, ce qui énerva le garçon qui décapita alors le pigeon entre ses mains et le balança sur Mike. Fou de rage, Tyson avait envie de lui régler son compte. Mais ayant très peu de confiance en lui, il ne s'exécuta pas directement. Soudain, il se rappela d'un homme de son quartier qui faisait du shadowboxing. Une pratique qui s'apparente à un combat de boxe dans l'air en s'imaginant son adversaire. Il décida de l'imiter et se lançant furieusement contre son agresseur en balançant ses poings dans tous les sens jusqu'à ce que ses coups atteignent au visage le garçon qui s'effondra brutalement sur le sol. Il venait de mettre son tout premier KO, le premier d'une longue série qu'on verra plus tard. Il avoua plus tard dans une interview qu'il ressentit un énorme plaisir en ayant tabassé ce garçon. Depuis cet événement, il dispute et gagne beaucoup de combats clandestins, ce qui le fit connaître dans tout le quartier de Brooklyn et le fit sombrer à seulement 11 ans dans la drogue et la délinquance. À l'âge de 13 ans, Mike a été arrêté pour vol à main armée, ce qui l'a conduit à un centre de détention pour jeunes délinquants. Il y rencontra Mohamed Ali, qui venait alors pour une diffusion d'un film en son nom, ce qui inspira le petit Tyson à devenir le plus grand boxeur de la planète. Mais surtout, il rencontra ensuite le légendaire entraîneur de boxe, Cus D'Amato, qui a immédiatement remarqué le potentiel brut de Mike et a décidé de le prendre sous son aile. Il murmura alors à Tyson ces mots « Mike, si tu m'écoutes bien, je ferai de toi le plus jeune champion du monde des poids lourds de tous les temps. » Mike, émerveillé, sous la tutelle de D'Amato, commença à s'entraîner dur, canalisant son énergie et sa colère dans la boxe. Plus qu'un entraîneur, Cus devient un véritable père pour Tyson. D'ailleurs, après la mort de sa mère, il devient même son tuteur légal. La vie de Tyson change radicalement. D'Amato lui offre un toit et lui enseigne tout ce qu'il sait, mais son enseignement ne se résume pas seulement à la boxe. Auprès de lui, Mike apprend le respect, la discipline et la rigueur. Il découvre l'amour et une nouvelle forme de relation basée sur le respect et la confiance mutuelle, et non sur la violence. Cus est le premier à croire en lui, à le voir comme autre chose qu'un voyou des rues, pauvre et sans avenir. Dans l'antre de sa vieille salle de boxe, D'Amato commença alors à lui enseigner un style de boxe très particulier, car Tyson n'était pas très grand. En effet, il mesurait seulement 1m78, ce qui est petit par rapport à la taille moyenne des poids lourds, qui était entre 1m90 et 2m. Il lui fallait apprendre à casser la distance, c'est-à-dire se rapprocher de son adversaire pour pouvoir lui asséner des coups. D'Amato lui apprit alors un vieux style de boxe s'intitulant le peekaboo, en référence à un jeu joué avec de très jeunes enfants dans lequel on cache son visage, notamment avec ses mains, puis on retire brusquement ses mains en disant coucou. Le style de boxe, lui, consistait à avoir le buste bas et toujours en mouvement, avec une garde fermée pour pouvoir s'approcher de son adversaire sans prendre de coups pour lui asséner de violents crochets et uppercuts. Ce style était aussi utilisé par des boxeurs comme Jack Dempsey qui exécutait aussi le Dempsey Roll, qui sera aussi repris par Mike. Étant très rapide et extrêmement puissant, ce style lui allait à merveille. Il devint alors une véritable machine à tuer. En 1981, lors de la finale du tournoi olympique junior des États-Unis, Tyson met KO Joe Cortez dans le premier round en seulement 8 secondes. Sa carrière amateur continue. En 1985, après avoir disputé 54 combats amateurs pour 48 victoires et seulement 6 défaites, D'Amato choisit de faire passer son poulain chez les pros à seulement 18 ans.
Comme attendu, le premier combat professionnel de Mike fut très difficile. En fait non, il a mis KO son adversaire au premier round. Tyson célèbre donc cette entrée dans la cour des grands, comme il se doit, par un KO. Mais ça ne s'arrête pas là. Il enchaîne les victoires à une vitesse folle, avec les KO qui vont avec. Il finit ses 19 premiers combats avant la limite et dans les premiers rounds. Celui qu'on surnomme maintenant Kid Dynamite élimine tous ses adversaires. Malheureusement, Cus est gravement malade et n'en a plus pour longtemps. Il veut à tout prix voir Mike devenir champion, cela devient même sa raison de vivre. Dans la vie, on peut s'entraîner pour gagner tout type de combat, mais même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas lutter contre le temps. Cus D'Amato décédera le 4 novembre 1985 des suites d'une pneumonie. Cet événement est terrible pour Mike, mais loin de s'apitoyer sur son sort, il est déterminé à honorer l'héritage de son mentor. Il continue d'enchaîner les victoires, terrifiant ses adversaires. Il avait pris l'habitude de combattre vêtu d'un short noir, de chaussures en cuir noir, sans chaussettes, sans peignoir, avec une coupe de cheveux militaire, car cela le faisait se sentir comme un gladiateur invincible. L'année suivante, il gagne ses combats contre Mitch Green, José Ribalta ou encore Marvis Frazier, le fils de Joe Frazier qui l'extermine en seulement 30 secondes. La même année, un tournoi est organisé à Las Vegas pour la réunification des ceintures entre les 3 champions de chaque organisation. Tyson n'y est pas convié. Jugé trop jeune par les promoteurs du tournoi, ils empêchent sa participation. En réalité, ils avaient surtout peur de voir leur champion se faire atomiser par l'homme sans chaussettes. Et c'est plutôt compréhensible. Qui voudrait affronter ce gars-là ? Eh bien, vraiment personne. Sauf que le directeur de la chaîne HBO, finançant le tournoi, n'est pas du tout de cet avis. Il tient absolument à faire participer ce boxeur médiatique qui est devenu la nouvelle star de la catégorie, et il a bien raison. Car celui qu'on nomme maintenant Iron Mike entre ensuite dans l'histoire de la boxe le 22 novembre 1986 par sa victoire contre Trevor Berbick, le champion WBC, par un KO expéditif et spectaculaire. Dès la première reprise, le jeune rival impose sa force par des échanges de coups violents. Dans les premières secondes de la deuxième reprise, un enchaînement brutal envoie Berbick au sol. À moins d'1 minute de la fin de la reprise, il se retourne à terre. Secoué, le boxeur canadien se redresse pour retomber contre les cordes où il percute 2 photographes. Se redressant à nouveau, Berbick retombe au pied de l'arbitre. Dans un ultime effort, il se relève et l'arbitre, voyant son incapacité à reprendre le combat, déclare Tyson vainqueur. À seulement 20 ans et 5 mois, Mike Tyson devient le plus jeune champion du monde des lourds, battant ainsi le record de précocité détenu par Floyd Patterson, l'autre grand champion de Cus D'Amato, le rendant fier de là où il repose. Tyson est nommé boxeur de l'année 1986 avec un palmarès de 28 combats et autant de victoires, dont 26 KO. En mars 1987, l'Américain affronte James Smith qui détient le titre WBA. Smith, en s'accrochant tout au long du combat à Tyson, l'empêche de développer sa boxe. Tyson glisse au sol par inadvertance lors d'un accrochage et n'arrive pas à trouver de tactique efficace contre Smith. Le jeune champion montre même des signes de frustration. Smith tient jusqu'à la limite et perd au point contre Tyson qui a presque gagné tous les rounds d'un combat qui reste la plus large victoire au point de toute sa carrière. Il ne lui reste plus qu'à récupérer le titre IBF perdu par Michael Spinks. Le 30 mai, un combat entre Tony Tucker et James Douglas est organisé pour désigner le successeur de Spinks. Jacobs, le promoteur de Tyson, place son champion à l'affiche et lui oppose Pinklon Thomas, l'ancien champion WBC, qui ne compte qu'une seule défaite. Encore une fois, Tyson malmène Thomas dès la première reprise. Son adversaire résiste dans les rounds suivants en posant des problèmes à Tyson avec son jab. Sauf que c'est Iron Man sur le ring, et ce qui devait arriver, arriva. Le tournoi prend fin le 1er août 1987 par le combat de la réunification du titre entre Tyson et Tucker qui viennent de s'emparer du titre IBF. Les 2 champions invaincus vont enfin se percuter. Pour Tyson, le combat n'est pas facile cette fois-ci. À la première reprise, le champion IBF délivre de bons coups que Tyson encaisse sans broncher. Mais il reste sur la défensive et subit la pression du jeune champion. Pendant les premières reprises, mobile et adroit, il gêne son rival et évite ses charges furieuses. Par contre, oser résister à Iron Mike a un coup, et pas des moindres. Au 4e round, Tucker se fracture la main. Il parvient quand même à résister jusqu'à la fin des 12 rounds, pouvant se satisfaire de l'exploit d'avoir été le combat le plus difficile de Tyson dans son prime. Tyson est déclaré vainqueur, réunifie ainsi les titres de champion du monde des poids lourds et devient le champion incontesté. À l'issue du tournoi, Tyson est devenu riche et célèbre. Le seul adversaire pouvant a priori l'inquiéter est l'ancien champion invaincu, Michael Spinks, qui a détenu le titre IBF de 1985 à 1987. Mais comme on pourrait en douter, il craint d'affronter Mike et évite le combat. Tyson affrontera alors Tyrell Biggs. Mike, pour sa part, déteste Biggs, qui avait été alors sélectionné à sa place pour représenter les États-Unis dans la catégorie des super lourds aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 et avait remporté la médaille d'or. Iron Mike fait alors durer le combat et prend un malin plaisir à malmener Biggs, avant que celui-ci ne s'écroule contre les cordes, la tête en dehors du ring.
Tyson, qui avait remporté tous ses combats du tournoi de réunification au casino Hilton de Las Vegas, boxe à cette occasion à Atlantic City dans le casino Trump Plaza du richissime Donald Trump. En concurrence avec Las Vegas, ces établissements accueilleront les principaux combats de Tyson pendant son règne. En 1988, Tyson doit affronter Larry Holmes. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, ce nom doit vous dire quelque chose. Et oui, c'est l'homme qui a infligé violemment sa dernière défaite à Mohamed Ali. À l'époque, le Mike adolescent en larmes avait fait la promesse à Ali de le venger. Ce soir-là, Mike est motivé par le rappel de cette promesse par Ali en personne qui monte sur le ring et lors de la présentation des boxeurs qui lui souffle à l'oreille « Bats-le pour moi ». Et pour la première fois de sa carrière, Holmes perd avant la limite au 4e round après avoir été envoyé 3 fois au tapis. En attendant le combat contre Spinks, Tyson se rend à Tokyo où il est très populaire. Il affronte Tony Tubbs, ancien champion WBA, qui ne compte qu'une seule défaite. Tubbs s'écroule au second round, se heurtant comme tant d'autres au mur nommé Iron Mike. Tyson affronte enfin Spinks en juin 1988 pour 20 millions de dollars. Et je vous laisse deviner ce qui va se passer. En 89, Tyson est au sommet de sa gloire. Champion du monde des poids lourds, il est invaincu, redouté et respecté. Mais même les étoiles les plus brillantes peuvent être ébranlées. Février 1990, Tokyo, Tyson doit affronter Buster Douglas, un outsider. Ce qui devait être une victoire facile se transforme en une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. Douglas fut dominé tout le combat et se fit même mettre au sol après un enchaînement violent de Tyson. Cependant, il venait de perdre sa mère, à qui il avait promis de battre Mike. Voulant à tout prix lui faire honneur, il se releva et, à la grande surprise du public, se mit à prendre le dessus jusqu'à infliger sa première défaite à Mike et même son premier KO. En dehors du ring, la vie de Tyson prend elle aussi un coup. Des batailles juridiques, des divorces médiatisés et des altercations qui alimentent les tabloïds. Le plus grave, une accusation de viol sur Desiree Washington. Il sera jugé coupable et condamné à une peine de 6 ans de prison. Privé de sa liberté, Tyson est également privé de son titre et avec lui, une partie de son identité. L'homme le plus dangereux de la planète n'est plus invincible. C'est alors une période d'introspection qui commence pour Tyson. Il lit, écrit et selon ses mots rencontre l'homme dans le miroir. Il se convertit à l'islam et il retrouve sa liberté en moins de 3 ans pour bonne conduite. Contre toute attente, Mike déclara avoir passé les meilleures années de sa vie en prison. Une fois sa peine purgée, il part à la reconquête de son titre. Mais 3 ans c'est long, et personne ne sait s'il est aussi fort qu'autrefois. Son premier combat est annoncé contre Peter McNeely. La conférence de presse d'avant-match est très tendue. Peter ose se moquer de Tyson, pensant être celui qui allait le chasser des rings. Mais en réalité, il n'était rien de plus que la proie, et Mike était le prédateur. Il enchaîna ensuite plusieurs victoires, sauf que je ne vous ai pas raconté toute l'histoire. Quand Mike a perdu contre Douglas, c'était censé être un match de préparation pour affronter le vrai challenger, Evander Holyfield. Il n'a pas pu l'affronter à l'époque, mais le moment fatidique de leur rencontre arriva, et ce n'était pas une partie de plaisir pour Mike. Holyfield arrivait à contrer son style comme personne d'autre et lui infligea sa seconde défaite. Mais si je vous parle de ce combat, c'est parce que ça ne s'est pas arrêté là. Une revanche a été organisée 6 mois plus tard, et il s'y passa l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la boxe. Je vous laisse avec les images. Bon, vous avez maintenant bien compris pourquoi j'ai choisi ce titre de vidéo. Mike venait tout simplement d'arracher un bout d'oreille de son adversaire avec ses dents. On a d'ailleurs l'image iconique de Mike repoussant une horde de policiers et de l'interview épique d'une de ses policières. Holyfield fut le premier vrai rival de Tyson. Après cet événement, il a été interdit de combattre pendant 2 ans. Après ces 2 ans, il revint encore pour récupérer son titre. Malgré son apogée qui était largement passé, il gagna ses combats jusqu'à défier le nouveau prodige de la boxe, Lennox Lewis, pour le titre mondial dans un discours qui restera légendaire. Malgré tout, il perd le combat et avouera plus tard qu'il n'était plus en état de combattre. Après 2 défaites de plus, Mike se retire de la scène compétitive. Mike est peut-être l'homme le plus fort de la planète, mais c'est avant tout un homme. Et au fil du temps, il semble trouver un équilibre. Il embrasse la vie de famille, trouve du réconfort dans la paternité et cherche la sérénité loin de l'agitation de son passé. L'ancien champion se tourne également vers l'aide communautaire, utilisant sa notoriété pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Avec le recul, sa sagesse, acquise à travers des hauts et des bas, des conférences et des livres, influençant ainsi une nouvelle génération. La transformation de Mike Tyson n'est pas celle d'un saint, mais d'un homme qui a connu l'obscurité et qui cherche maintenant la lumière. Un parcours semé d'embûches, mais aussi de moments de grâce. Cette histoire est maintenant terminée, et je vous laisse avec une vidéo plutôt rigolote, le temps que vous vous abonniez et que vous lâchez un like. Merci de m'avoir écouté. It's your ear. There he bites him there. You see him lift it. My ear. I kept that in formaldehyde. Thank you.